Le cercle RH, pour parler d'un sujet au cœur de l'actualité économique, de l'actualité sociale et de l'actualité politique, les défaillances des entreprises TPE, PME, des défaillances qui ont progressé. Alors avec une étude qu'on va décortiquer, avec des variations de secteur, avec des variations aussi entre les régions de France, parce qu'il y a quelques variations, mais c'est une situation dramatique et on va en parler évidemment, parce que derrière ces redressements et ces fermetures, ce sont des familles, ce sont des salariés qui perdent leur emploi. On en parle avec mes invités. Philippe Coy, ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Vous êtes porte-parole de la CPME, j'ai envie de dire depuis peu. Depuis peu, et en charge des dossiers commerce. Charge du dossier commerce. Et puis je précise à nos interlocuteurs, parce que vous êtes un homme extrêmement connu, vous avez présidé pendant 8 ans la fédération des buralistes. Des 23 000 buralistes de France. C'est-à-dire un métier à temps plein au contact du petit commerce, du commerce de proximité. Et des difficultés. Et qui eux aussi ont des difficultés, on y reviendra, j'en suis sûr. Et avec nous Thierry Millon, ravi de vous accueillir, cher Thierry, directeur des études chez Altares, qui est une bien belle entreprise, et qui a fait une étude extrêmement détaillée sur les défaillances TPE, PME. D'abord, quelques mots sur les chiffres, parce qu'on a une progression des défaillances, ça vous nous le confirmez. Oui, alors nous essayons de faire le point très régulièrement pour l'ensemble de l'écosystème, donc très régulièrement, c'est tous les trimestres, et les chiffres sont pas bons. Ça, c'est très clair. Les chiffres, ils sont pas bons, mais dans le même temps, ils sont pas inattendus non plus, malheureusement. Donc depuis, pour être un peu plus positif, depuis le début de l'année, on est sur un plateau d'environ 68 000. C'est évidemment un record. Jamais on a eu autant. Le point de tension, le point d'alerte, c'est que pour faire donc nos prévisions, très sincèrement, je me suis trompé sur le mois de septembre, que je n'avais pas attendu aussi sévère. Exact. Nous avons... Vous le dites dans l'étude. Oui, j'étais plutôt parti vraiment sur un plus 2, plus 3. Si ça a bien commencé en juillet et août... On est à plus 5 ? Et on est au global à plus 5, après en septembre à plus 8. Et il y a longtemps qu'on n'avait pas vu une tendance aussi forte sur un mois. Philippe Coy, 14 371, ça c'est votre étude défaillance d'entreprise au troisième trimestre 2025, donc plus 5,2, avec l'étonnement sur le mois de septembre. Porte-parole de la CPME. Vous êtes au contact de toutes ces entreprises. J'évoquais les buralistes, mais il y a bien sûr tous les commerces de proximité, les commerces de bouche, on y reviendra. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous l'expliquez? Je crois que ce que nous vivons depuis maintenant pratiquement plus de 12 mois, 4 gouvernements en très peu de temps, une crainte de l'avenir. Tout simplement, ça se traduit par la consommation, l'investissement. Il y a un vrai marasme. Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière cette réalité. Vous le disiez très justement, les chiffres sont têtus, ils le démontrent, ils s'amplifient malheureusement trimestre après trimestre. Et ce mois de septembre a mis tout le monde devant le fait accompli d'une décroissance, d'une perte de confiance avec les rebonds politiques que l'on connaît. Donc c'est une vraie inquiétude parce que l'économie a besoin de stabilité, l'économie a besoin de visibilité. C'est tout ce que l'on ne peut pas retrouver aujourd'hui dans notre quotidien. Porte-parole de la CPME en charge, notamment en tant que vice-président du commerce, est-ce que vous dites au gouvernement, parce que c'est l'occasion d'être sur un plateau télé et de pouvoir parler à ceux qui vont voter le projet de loi de finances dans ce grand débat à l'Assemblée nationale, on entend que les entreprises du CAC 40, pour la plupart, ne paieraient que 19% d'impôts, pendant que les TPE, les PME, elles, j'allais dire, payent plein pot. Est-ce que ça aussi, vous portez cet argument? Et bien évidemment, parce que d'abord, excusez-moi de le dire, même si on est sur un média, l'économie en France, ce n'est pas que le CAC 40. C'est avant tout l'économie de proximité, celle qui fait le lien social, celle qui fait l'emploi de proximité, celle qui fait la vie dans les territoires. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes présents depuis ce matin au Salon des maires, pour expliquer le bienfait d'une économie solide dans un territoire, dans une économie concertée avec les élus. Et quand je vois, excusez-moi, je le dis avec mes mots, le spectacle que nous offre l'Assemblée nationale et la scène politique globalement, ce n'est pas rassurant. Alors que nous avons besoin aujourd'hui, d'abord, d'alléger le coût du travail, d'alléger la vie des entreprises. Je rappelle que la France a une contribution la plus élevée de l'Union européenne qui enlève bien évidemment de la compétitivité à nos entreprises, quel qu'en soit l'univers, mais bien évidemment aussi la perte de confiance dans la consommation. Oui. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui l'épargne atteint, elle, un sommet record. Quand vous épargnez, c'est que vous n'êtes pas confiant en l'avenir.
Tout de même, sur votre étude Altares, on découvre quand même que ce sont les micro-entreprises de moins de 3 salariés qui sont les plus impactées, donc les toutes petites boîtes. Et puis on découvre que, alors c'est intéressant, on fera le point sur la partie géographique, parce que j'ai découvert la région que j'aime, la région centre, qui n'est pas la région paloise, est très très impactée, on y reviendra, mais quand même, le commerce de bouche, ça fonctionne. Et vous rajoutez dans votre étude, je trouve ça très intéressant, sauvé par la restauration rapide. Enfin, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans du petit commerce de proximité, on a le petit restaurateur qui vous fait le plat à 15 euros. On parle bien des grandes majors de la fast-food. Alors, il y a effectivement les grands majors de la fast-food, pas que. Il y a quand même des food trucks un peu de partout aujourd'hui. D'accord. Mais le fait est quand même que ça traduit le fait que nous avons, dans la restauration en particulier, une situation qui reste dramatique sur les restaurateurs traditionnels, Ouais. assis. Et puis, à l'inverse, sur la restauration assise, rapide, nous avons une dynamique qui est assez, là aussi, inattendue, parce qu'il y a beaucoup de créations, beaucoup d'acteurs qui Oui, arrivent, c'est qui vrai. rentrent, qui ferment. Voilà, on voit bien, ceci étant, qu'il y a des répercussions sur la faiblesse de la consommation, parce que dans le même temps, il y a une activité qui est très connecte. Vous parlez de 52 000 emplois, je précise, Philippe Coy, 52 000 emplois menacés. C'est-à-dire qu'au-delà du chef d'entreprise qui a sa petite entreprise, il y a derrière 52 000 emplois. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a fait des propositions lors du projet de loi de finances que vous suivez qui soient à la hauteur de cet enjeu? 52 000 emplois, c'est pas rien. C'est des emplois, là, directs, menacés directement. Je ne le pense pas. En tous les cas, les débats ne sont pas clos. En tous les cas, les mesures annoncées et ces débats auxquels on observe beaucoup d'inégalités ne rassurent pas les chefs d'entreprise. Et vous faites bien de citer ce chiffre de 52 000 emplois parce que ce sont des emplois fragmentés. Bien évidemment, ça touche l'opinion publique, ça touche l'opinion politique quand on parle de 500, 600, des plans de masse de licenciement. Tandis que là, c'est perlé, c'est un emploi par-ci, un emploi par-là, mais ça fait derrière des drames humains. Et c'est aujourd'hui un vrai sujet de préoccupation. Vous faisiez allusion aux évolutions de la restauration. Je crois qu'il y a un enseignement majeur derrière cela. C'est les situations que l'on connaît post-Covid, le changement de comportement de la société, le changement de la consommation. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de débats, il y en a encore d'ailleurs sur les plateformes chinoises, qui prouvent bien qu'il y a des changements dans la relation à l'achat, à l'acquisition. Et au prix, si je peux me permettre. Et au prix. Mais on voit bien aussi que la restauration subit les mêmes difficultés. C'est qu'on n'a plus le plaisir d'aller au restaurant faire la pause méridienne ou le repas. On va s'alimenter de façon souvent nomade sur des restaurations rapides, ce qui porte un sacré coup à la restauration traditionnelle. Et la saison estivale n'a pas échappé à la règle. Ouais. Les restaurateurs traditionnels, notamment tous les côtiers, sandwichs. les touristes mangeaient et partageaient des pizzas sur les plages, mangeaient des sandwichs, et les terrasses des restaurants traditionnels étaient vides. Mais quand même, et je ne sais pas, je ne veux pas vous faire sortir de votre zone de confort parce que vous êtes directeur d'études, mais il y a quand même l'enjeu des prix. C'est-à-dire qu'en fait, on voit aussi aujourd'hui que si le commerce est impacté et que si ces petites boîtes ferment, c'est qu'en fait, leurs prix sont trop élevés ou leur coût du travail est trop élevé. Je ne sais pas comment il faut regarder le sujet. C'est en particulier vrai sur la restauration assise, naturellement. Il demeure que pour le client, il y a un équilibre en rapport prix-valeur qui doit quand même être trouvé. Et aujourd'hui, le consommateur sur ce métier-là, d'autant qu'il y a des habitudes, vous l'avez souligné justement, qui ont été prises depuis la Covid, qui produisent un autre effet, c'est que nous avons désormais de la restauration du midi qui a été prise par les boulangers, par exemple, qui font beaucoup de qui prennent d'énormes parts de marché. Mais bien sûr. Et donc, forcément, c'est plus difficile. Un mot, Thierry, quand même sur la géographie, puisque je sais pas parce que je viens de cette belle région du centre, mais j'ai vu que la région centre était la région la plus impactée, je crois, avec une augmentation de plus de 22% de mémoire. Comment vous l'expliquez? Il y a vraiment des effets géographiques? On peut dire que c'est mieux dans le sud, ça marche mieux dans le nord, c'est moins bon en région centre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut être prudent sur les effets géographiques, Ouais, mais il y a plusieurs lectures. La première, c'est qu'évidemment, si vous avez, et c'était le cas de la région, fait un bel exercice l'année d'avant, forcément, c'est plus difficile de le reproduire. Bon. Il demeure malgré tout que nous avons des points de faiblesse sur les régions industrielles, davantage, naturellement, que sur les régions de services. Il y a les Pays de la Loire également, dans votre étude, qui apparaissent en difficulté. Oui, et puis sur les Pays de la Loire, malheureusement, j'ai vu les chiffres d'octobre, c'est pas bon du tout. Alors, octobre va mieux, mais Pays de la Loire, pas du tout. Philippe Coy, vous êtes porte-parole d'une institution, la CPME, un syndicat qui se fait entendre.
quelles sont les propositions que vous allez porter au haut niveau avec votre président sur quoi? Baisse de la fiscalité, baisse des baux commerciaux? Non, il faut parler de choses concrètes puisqu'on parle des centres-villes qui se dévitalisent. Les baux commerciaux, c'est vrai que ça peut être un sujet attrayant, populaire. Mais je ne crois pas que ça soit forcément par là la solution. En tous les cas, on a besoin de travailler avec un coût moindre. Nos entreprises, bien évidemment, voient leurs marges fondre et leur coût d'exploitation. Alors, je parle dans le coût d'exploitation, pas des salaires que nous versons, parce qu'on voudrait verser mieux un salaire en fin de mois. En tous les cas, il y a une étude récemment publiée qui montre que le même salaire entre la France et l'Espagne, le salarié a 400 € de plus à la fin du mois. Donc nous avons aujourd'hui un vrai problème. Et ces charges et ces taxes, parce que le Parlement ne fait que légiférer pour rajouter de la fiscalité. Enfin, heureusement que nous, chefs d'entreprise, nous avons une autre lecture de la gestion de nos budgets. C'est pas quand il manque de l'argent qu'on va vendre plus cher aux clients. C'est justement là où vous avez des difficultés. Donc, la fiscalité aujourd'hui pèse sur nos entreprises. Il faut qu'on retrouve de la compétitivité. Il faut qu'on retrouve de l'envie. Oui. Laisser dégager les énergies de ces millions de petits chefs d'entreprise qui créent cette richesse dans notre territoire et la consommation. Et il crée de l'emploi. Juste avant de nous quitter, on n'a pas évoqué l'industrie, qui est le grand sujet aussi porté par le gouvernement. Il faut sauver notre industrie. Alors, on en est où dans votre étude des enjeux industriels? Je vois qu'il y a des secteurs qui sont un peu différents les uns des autres. Il y a l'agroalimentaire, il y a l'industrie lourde. Est-ce qu'elle aussi, en tout cas les sous-traitants de l'industrie, ferment leurs portes? Alors sur l'industrie, malheureusement, octobre confirme les chiffres de septembre. Donc on n'est pas là à pouvoir dire ça s'améliore, d'autant plus que vous parliez d'emploi. On va finir l'année aux environs de 69 000. Ça veut dire que globalement, considérant que les liquidations, c'est de l'emploi perdu, et que sur le redressement, il y a une partie qui va être conservée, nous avons une année 2025 qui va finir avec globalement 200 000 emplois supprimés sur des défaillances d'entreprise. C'est pas rien, 200 000. Et donc, il y a besoin de savoir que ces emplois-là, ce sont des emplois de proximité. Ce sont des emplois de territoire, de région. Ah oui, c'est des bassins de vie dans des villages, dans des petites villes. Exactement. Donc, une entreprise qui ferme, c'est évidemment, ce sont des emplois directs. Et indirects. Et indirects, du fait des sous-traitants, et des emplois, par ailleurs, indirects sur des personnes qui n'ont rien à voir, sinon qu'elles sont sur le territoire en question. Je rebondirai sur votre propos, parce que bien évidemment, on peut être très attaché au commerce. C'est la vie, c'est le lien dans le territoire, mais c'est un écosystème. Et l'industrie aujourd'hui souffre, même si c'est un peu aujourd'hui souvent mis en avant. On va réindustrialiser le pays. On n'en voit pas aujourd'hui, en tous les cas, les premiers signes. C'est pour cela que nous remettrons demain, au nom de la CPME et du groupe Industrie, le livre blanc de l'industrie, parce qu'aujourd'hui, il est urgent de sauver ce secteur économique qui est là aussi un pan très important dans les territoires. Altares, cette étude, vous nous en faites profiter, on la partage, on l'a lue. Elle est remise à qui avant de nous quitter? Vous allez aller, je sais pas, devant le ministère du Travail, vous allez aller à Bercy, vous allez aller l'avoir sous le bras, vous allez faire des conférences de presse. À qui vous la... Évidemment, Bercy là, mais l'étude, elle n'a pas vocation à être vendue justement pour que ce soit un outil qui permette de donner des mesures à partir desquelles on peut prendre des décisions. Là, en l'occurrence, il y a besoin évidemment, quand on est dans les territoires, de voir si nous sommes en souffrance et effectivement, donc parler de Pays de la Loire, j'ai effectivement discuté sur ce territoire-là, sur les points de faiblesse, parce qu'on parle naturellement de l'industrie et du commerce, et sur le commerce, ça va un peu moins mal, même si les chiffres ne sont pas encore ceux que nous attendons, mais il y a d'autres activités sur lesquelles il y a des points de douleur dont on ne parle pas suffisamment. Lesquels, par exemple? C'est en particulier, pour un qui me concerne plus spécifiquement, c'est la santé, le social, et donc nous avons par exemple, sur le mois d'octobre, fin octobre, depuis le début de l'année, sur le secteur du social et de la santé, c'est-à-dire à la fois aide à domicile, crèche, mais aussi des infirmières, etc., nous avons une augmentation des défauts de 32%. C'est colossal. Alors qu'on manque de main-d'œuvre, on manque de bras, on manque de salariés. Bien sûr. Là, sur Paris, donc, une grosse structure a été contrainte d'aller au tribunal. Une structure qui est dans ce registre social, ce secteur. Donc, à la fois petite enfance et santé. C'est 1700 salariés. Hein. 1700 mais c'est donc, effrayant. Il y a quand même besoin de dire ces structures-là, elles ont naturellement besoin d'être accompagnées, notamment par du financement, mais il y a aussi besoin de dire qu'on ne peut pas détacher sa responsabilité sur des structures qui ont besoin, en même temps,
d'hommes, de Merci. talents, etc. Merci à vous, messieurs. Le débat est terminé. Merci à vous, Philippe Coy. Cette étude, allez la voir. Elle est donc ouverte. Elle est en open data, comme on dit, Exactement. pour que tous ceux qui décident, présidents de région, présidents de département, élus politiques et bien sûr syndicats, puissent s'en emparer, l'analyser et la porter. Merci. Cette étude est très importante et elle est très inquiétante. Merci à vous, Thierry Millon, directeur des études chez Altares, d'être venu. Merci à vous, Philippe Coy. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, porte-parole de la CPME et en charge notamment du petit commerce en tant que vice-président et du commerce en général. Ce fut un plaisir et on suivra évidemment de très près ces chiffres de défaillance puisqu'il y a 52 000 emplois qui en dépendent. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on s'intéresse aux managers. Oui, ils font leur transition. On en parle avec notre invité.